Imaginez un peu le scénario. On est en avril 2026. Le monde entier a les yeux rivés sur un tout petit bout de mer. Paris, Bruxelles, Washington, toutes les capitales retiennent leur souffle. Allez, on va décortiquer tout ça pour bien comprendre ce qui se joue. 39 kilomètres. C'est rien du tout. Et pourtant, cette toute petite largeur, c'est celle du détroit d'Ormuz, le goulot d'étranglement maritime le plus important, le plus vital de la planète. Une distance incroyablement faible au vu de l'enjeu. Et pourquoi c'est si vital? Eh bien regardez, le détroit d'Ormuz, c'est ni plus ni moins que la veine jugulaire de l'économie mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1/5 de tout le pétrole qu'on consomme sur la planète passe par là. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi 1/4 de tout le gaz naturel liquéfié. Alors forcément, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si ce robinet géant se ferme? Même juste un petit peu, même temporairement. C'est le point de départ de notre exploration. Pour tenter de répondre à cette question, des analystes se sont penchés sur le sujet. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont imaginé près de 300 scénarios de crise différents. De tout ça, ils ont tiré 4 grandes possibilités, 4 futurs potentiels. Bon, alors, voici la carte de ces futurs possibles. On a d'abord le scénario le plus probable, heureusement. L'alerte est claire. En gros, une petite frayeur, une crise courte avec un impact assez limité. Mais après, attention, ça se corse. On passe au bras de fer, puis à l'hiver noir, et enfin, le scénario catastrophe, celui que tout le monde redoute, même s'il est très peu probable, le grand effondrement. On va laisser de côté le scénario le plus soft pour s'intéresser à celui qui est considéré comme le plus réaliste en cas de vraie crise, le bras de fer. On parle d'un blocage qui durerait entre 2 et 4 semaines. Et là, pour l'Europe notamment, les choses commencent à devenir très très sérieuses. L'effet est immédiat, on le voit tout de suite sur ce graphique, c'est une explosion du prix du pétrole. On passerait d'un coup de 90 $ le baril à 130 voire 150 $. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire rationnement pour les industries et retour généralisé au télétravail, mais cette fois un télétravail forcé pour économiser le carburant. Maintenant, accrochez-vous. On va imaginer le pire, ou presque. Un scénario qui a moins de chances d'arriver, mais qui est beaucoup plus dangereux. On l'appelle l'hiver noir. Un blocage qui dure 3 mois ou plus. Là, on ne parle plus d'une simple flambée. Le prix du baril de pétrole pulvériserait tous les records. Plus de 200 $. C'est simple, à ce niveau-là, les économies qui dépendent des importations sont littéralement paralysées. Et à ce stade, le problème n'est plus seulement dans le portefeuille. Il devient social, politique. Cette phrase, elle est glaçante, mais elle résume tout. Risque de révolte sociale massive, chute de gouvernements européens. On parle bien de la rupture des chaînes qui nous permettent de vivre au quotidien. Et ça menace directement la stabilité de nos sociétés. Parce que c'est ça le point essentiel à comprendre. Une crise à Ormuz, ce n'est pas juste le prix de l'essence qui augmente. C'est un effet domino, une première pièce qui tombe et qui entraîne tout le reste dans sa chute. Et cette réaction en chaîne, la voici, étape par étape. Tout commence avec le blocage d'Ormuz. Du coup, plus de gaz du Qatar, qui est pourtant vital pour l'Europe, sauf que ce gaz est aussi indispensable pour produire les engrais azotés, là-bas dans le Golfe. Résultat, sans ces engrais, nos agriculteurs en Europe voient leur rendement s'effondrer. Et à la fin de la chaîne, pour tout le monde, c'est une inflation sur la nourriture qui devient juste insupportable. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde, l'effondrement total du jour au lendemain? Non, pas si vite. Il y a quand même des garde-fous, une certaine résilience. L'Europe, par exemple, a des réserves stratégiques de pétrole pour tenir 90 jours. C'est un sacré tampon. La civilisation ne va pas disparaître en une semaine. Mais elle va se fragmenter. On donnerait la priorité absolue aux services d'urgence, et il faudrait imposer des restrictions de déplacement très dures. Même un pays comme la France, avec sa force nucléaire, ne serait pas à l'abri, parce qu'on reste totalement dépendant des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, pour résumer, l'effondrement total à la Mad Max est peu probable. Par contre, le risque d'un choc économique majeur, d'une crise vraiment très dure, lui, est bien réel. Et face à ça, le mot d'ordre, c'est la préparation. Et cette préparation, comment on la construit? Eh bien, il y a 2 niveaux d'action. D'abord, à l'échelle individuelle, ça peut vouloir dire des choses assez simples, réduire sa dépendance à la voiture, avoir quelques réserves de nourriture chez soi, des choses de bon sens en fait. Et puis, il y a le niveau collectif, politique. Et là, les chantiers sont immenses. Accélérer pour de bon la sortie des énergies fossiles, trouver d'autres routes logistiques, renforcer la diplomatie pour ne pas dépendre d'un seul passage. Et tout ça, au final, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle pour notre avenir. Notre système mondialisé est basé sur l'efficacité, le juste à temps, l'optimisation maximale.
C'est très efficace, oui. Mais est-ce qu'à force de chercher l'efficacité, on n'a pas oublié de construire de la robustesse? Est-ce qu'on n'a pas confondu les deux? C'est peut-être la grande leçon à tirer de l'idée qu'un détroit de 39 km puisse tout paralyser.